Les gens de l'âge de pierre étaient quand les hommes des cavernes qui grognaient, armés de lances. Vrai ou faux? Absolument faux. Ils vivaient ensemble et formaient une véritable culture, d'après ce que nous avons découvert. En Turquie, des scientifiques ont découvert un mystère vieux de 12 000 ans et il est en train de bouleverser notre histoire. Il s'agit d'un calendrier cosmique très complexe, constitué de temples de pierre géants qui seraient, selon certains, une espèce d'avertissement des étoiles. Je veux parler de Göbekli Tepe. Ce site préhistorique est antérieur à Stonehenge, le très célèbre cercle de pierre, de 6 000 ans. Et il bouleverse notre compréhension de l'émergence et de la prospérité des civilisations de l'âge de pierre. Voici comment cette découverte pourrait modifier notre histoire collective. Vers 10 850 avant notre ère, une énorme comète, ou plutôt un groupe de fragments de comètes, s'est écrasé sur Terre. Le ciel s'est assombri, la température a chuté, les gros animaux ont disparu, et cela a déclenché une mini-période glaciaire qui a duré plus de 1200 ans. Ce qui est maintenant un site portant le nom de Göbekli Tepe était autrefois le foyer d'un groupe d'humains ayant survécu à cet événement catastrophique. Après le désastre, ils ont commencé à prêter une très grande attention au ciel au-dessus d'eux. Dans le but de mieux contrôler le temps, ils ont suivi les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des comètes. Cela les a ensuite conduits à construire un énorme calendrier lunisolaire, le premier au monde. En faisant le tour de ce monument classique de l'âge de pierre, vous verriez que tous ces piliers ne sont pas lisses. Certains d'entre eux ont des gravures, comme celui-ci, le principal, qui porte un tas de V dessus. Il y a 365 V, et les scientifiques pensent qu'ils représentent les jours de l'année solaire. L'un d'eux, un V suspendu au cou d'un oiseau, est censé marquer une éclipse solaire. D'autres piliers présentent des animaux dangereux, des renards, des lions, des scorpions, des vautours, qui se tordent et rampent sur les côtés. Contrairement aux sculptures typiques de l'âge de pierre, celles-ci ne représentent pas des animaux comestibles, comme des cerfs ou des moutons. Selon une théorie, ces dessins étaient symboliques. Certains archéologues pensent qu'ils reflètent les peurs et le chaos qui pesaient sur l'esprit des habitants. Une sorte de tentative pour donner collectivement un sens à un monde terrifiant et imprévisible. L'archéologue Daniel Storder a mis en évidence les vautours, affirmant qu'ils représentent les personnes décédées. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que les vautours transportaient les âmes des défunts vers l'au-delà. Elle a relevé des symboles similaires sur d'autres sites anciens de la région. Pour comprendre de quelle manière tout cela est significatif, nous devons plonger plus profondément dans notre enquête sur la fonction réelle de ce site. Göbekli Tepe a été découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, lorsqu'il a réalisé que cette colline du sud-est de la Turquie n'était pas un simple tumulus néolithique parmi d'autres. Juste au-dessous, son équipe a découvert d'énormes cercles de pierre, soutenus par des piliers pesant jusqu'à 20 tonnes. La datation par radiocarbone fait remonter la construction de ce site à environ 12 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne structure cérémonielle jamais découverte. Pensez-y, elle précède les pyramides égyptiennes de plus de 7 000 ans. Cette découverte a fasciné le monde archéologique. À la fin de l'ère glaciaire, les humains étaient censés être des nomades, se nourrissant de plantes et d'animaux sauvages. Ils n'étaient pas censés construire des complexes sacrés, ni développer un art symbolique, et encore moins donner naissance à ce que nous appelons une civilisation. Nous pensons généralement que la civilisation commence avec l'agriculture, puis avec les villages, et ensuite les récoltes. Mais ce site suggère quelque chose de plus surprenant. Les premiers humains se seraient réunis non pas pour cultiver, mais pour vénérer. Schmidt n'a trouvé aucun signe de maison, de foyer, de colonie permanente. Il n'a trouvé que des objets rituels utilisés lors de cérémonies. Cela a conduit les chercheurs à se dire que la pratique spirituelle et communautaire a précédé l'agriculture. Pour construire quelque chose d'aussi grand, il fallait que des centaines de personnes travaillent de concert. Et pour cela, il fallait de la nourriture, une organisation, une structure sociale. En d'autres termes, d'abord, il y a eu le temple, ensuite le village, puis la ferme. Mais Göbekli Tepe ne suscite pas seulement ces débats par son ancienneté. La vraie raison, c'est qu'il est trop en avance sur son époque. Et c'est là que commencent à émerger les théories les plus controversées. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'étaient pas simplement des chasseurs-cueilleurs primitifs qui expérimentaient avec des outils en pierre. Il se peut qu'ils aient été les héritiers d'un savoir ancien, vestige d'une civilisation ayant prospéré avant la fin de la dernière période glaciaire.
Cette idée est liée à l'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent, une théorie selon laquelle une comète aurait frappé la Terre il y a environ 10 850 ans, provoquant un changement climatique soudain et catastrophique. Selon ce point de vue, les survivants de cet événement auraient retransmis leurs connaissances à travers le symbolisme, l'architecture et la tradition orale. Et Göbekli Tepe pourrait être l'une des premières tentatives pour préserver cette mémoire. Si cela est vrai, alors les gravures sur le site, en particulier les symboles d'animaux sur les piliers, ne sont pas seulement décoratifs. Il pourrait s'agir d'un code astronomique, une manière de suivre les constellations et les événements célestes. Mais un pilier pourrait détenir le plus grand secret de tous. On l'appelle la pierre du vautour. Et il fascine les archéologues. Vous y trouverez une étrange combinaison de figures. Un homme sans tête, des oiseaux et un scorpion. Pour un œil non averti, cela pourrait sembler manquer de sens. Mais certains chercheurs croient, dis-moi, que ce sont des représentations anciennes de constellations, comme celle du scorpion, et que l'homme sans tête symbolise un événement d'extinction massive. Certains soutiennent même qu'il s'agit du plus ancien témoignage connu de l'impact d'une comète, celui qui a déclenché le Dryas récent. Et si vous vous demandez de quelle ancienne civilisation perdue il s'agit, sachez qu'elle porte le nom d'Atlantide, ou de manière plus neutre, civilisation X. Des théoriciens comme Graham Hancock suggèrent que cette culture avancée, détruite dans le chaos de l'impact de la comète, a transmis des fragments de ses connaissances aux survivants dispersés à travers le monde. Dans ce cas, Göbekli Tepe ne fut pas le début de la civilisation, mais son redémarrage. Mais revenons à nos pierres. Le pilier 43 a l'air d'un calendrier céleste au premier abord. Mais lorsque les astronomes ont recréé les configurations célestes encodées dans ces sculptures, ils ont découvert un instantané précis du ciel remontant à plus de 13 000 ans. Il semble montrer une pluie de météores, une inondation, et la fin tragique de l'humanité, l'homme sans tête. Le serpent qui s'élève du sol pourrait même symboliser des vagues de marée ou une destruction venant des profondeurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le pilier 56 semble représenter le même désastre, la terreur du ciel. Vous voyez des animaux qui fuient, des vagues, du feu tombant du ciel. Un tableau tout à fait saisissant d'une pluie de météores. Mais ce n'est pas tout. Alors que les piliers 43 et 56 semblent représenter les souvenirs d'une catastrophe passée, le pilier 18 pourrait, lui, être une prédiction. Cette pierre se concentre sur la constellation du Verseau. Si cela vous semble familier, c'est peut-être à cause de l'expression « l'ère du Verseau », qui est l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Certains passionnés vont jusqu'à penser qu'il s'agit d'un avertissement pour nous. Il indiquerait qu'une pluie de météorites similaires viendra frapper la Terre. Et donc vous, moi, nous tous. Voilà qui donne la chair de poule. Et c'est donc le genre de mystère qui rend Göbekli Tepe si captivant. Aujourd'hui, les archéologues savent que ce site faisait partie d'un complexe sacré bien plus vaste qui porte le nom de Taş Tepeler. Un réseau de sites anciens éparpillés à travers la région, chacun avec ses propres secrets et structures, mais reliés entre eux par des motifs communs. En 2019, des fouilles ont commencé sur un site jumeau situé à seulement 64 km de Göbekli Tepe, et connu sous le nom de Karahan Tepe. Et voici la surprise. Certains chercheurs croient que Karahan Tepe pourrait être encore plus ancien. Contrairement à Göbekli Tepe, qui semble avoir été principalement cérémoniel, Karahan Tepe présente des signes de structures domestiques tels que des murs, des outils et peut-être même des habitations. Et cela change tout. Car que ces sites aient été l'œuvre de chasseurs-cueilleurs hautement sophistiqués ou de survivants portant les fragments d'une civilisation perdue d'avant l'âge de glace, une chose est claire, nos ancêtres ne faisaient pas que survivre. Ils planifiaient, réfléchissaient et prédisaient. Ils étaient bien plus capables, curieux et connectés à l'univers que nous ne le pensions jusqu'à maintenant. Un trou vertical d'une régularité parfaite, caché au cœur des montagnes du Caucase septentrional, s'enfonce dans la terre comme si une foreuse avait visé droit vers son noyau. Certains vont jusqu'à rapprocher ce puits des couloirs internes des pyramides d'Égypte. Serait-il possible qu'un lien existe entre ces structures? Ainsi, le grand public découvrit ce gouffre mystérieux grâce à un amateur local de spéléologie, Arthur Gemoukov,
qui arpentait le Caucase du Nord en 2011. Les flancs abrupts du mont Kara-Hora, marqués par les vallées glaciaires et des falaises éprouvées par des millénaires d'intempéries, offrent un refuge idéal pour dissimuler quoi que ce soit. C'est là que Jemukov mit au jour ce qui semblait être l'entrée d'une grotte souterraine. Il fit appel à une équipe de spéléologues et tous descendirent dans le puits. D'abord convaincus d'avoir affaire à une simple formation naturelle, ils commencèrent à douter en progressant, tant l'ensemble évoquait une construction humaine méticuleuse. D'imposants blocs de pierre paraissaient assemblés avec une précision telle qu'aucune lame n'aurait pu s'y glisser. Certaines sources affirment aussi que le conduit chute presque à la verticale, avec des parois étonnamment lisses, comme si une machinerie colossale les avait polies bien avant l'ère moderne. En réalité, cet aspect provient de fractures géologiques naturelles. Plus troublantes encore sont des ouvertures rappelant des conduits de ventilation, semblant destinés à faire circuler l'air à travers l'ensemble. Les grottes naturelles présentent rarement une telle organisation des flux d'air. Ce seul élément alimente le débat parmi les chercheurs quant à une éventuelle conception intentionnelle. Et dans ce cas, ces bâtisseurs auraient dû appartenir à une civilisation d'un niveau technologique remarquable. Certains affirment que Jemukov consigna sa découverte avec minutie dans un journal, mais même s'il a réellement existé, celui-ci a été perdu, rendant son contenu inaccessible. En vérité, on dispose de si peu d'informations sur cet homme, son histoire ayant été très peu relayée dans les médias, que certains ont même douté de son existence. Peut-être a-t-il aperçu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Aucune vérification n'est possible. Il fut renversé par une voiture et mourut à peine 4 ans après sa découverte. Ce drame n'a fait qu'intensifier rumeurs, spéculations et théories du complot. Les géologues s'efforcent naturellement d'apporter une explication plus rationnelle à ce puits. Le Caucase appartient à l'immense ceinture alpine qui s'étire du sud-est de l'Europe jusqu'au cœur de l'Asie. Cette chaîne s'est formée à la suite de la collision de plaques tectoniques, lesquelles demeurent aujourd'hui encore en perpétuel mouvement, se comprimant sans relâche. La région subit donc régulièrement de violents séismes. Par ailleurs, l'action combinée de l'eau, de la pression et de réactions chimiques peut, sur des millions d'années, creuser des conduits verticaux. Les rivières souterraines dissolvent les roches les plus tendres, tandis que les couches plus résistantes se polissent et finissent par former de profondes cheminées. Toutefois, l'érosion engendre en général des formes irrégulières, alors que Kara-Hora présente une symétrie, des angles marqués et des assemblages pierreux évoquant davantage une œuvre architecturale qu'un simple phénomène naturel. Pénétrer dans ce conduit demeure aujourd'hui extrêmement périlleux. Il faut affronter des à-pics vertigineux, des corniches instables et un air qui se raréfie à mesure que l'on descend. Les galeries sinueuses compliquent considérablement l'orientation et les locaux affirment que certains des premiers explorateurs n'en sont jamais revenus. Aujourd'hui, les équipes modernes privilégient l'usage de radars à pénétration de sol et de capteurs à distance afin d'étudier le site sans s'y engager physiquement. Et à chaque nouvelle analyse, on identifie d'autres cavités encore hors d'atteinte. Dans les environs, Kara-Hora côtoie des formations tout aussi remarquables, comme le gouffre Veriovkina, actuellement le second plus profond connu sur Terre. Ce gouffre s'enfonce sur près de 2 km à la verticale, excédant la hauteur de 4 Empire State Building empilés. Les explorateurs y progressent à travers des cascades glacées, des couloirs rocheux escarpés et des puits où la lumière disparaît totalement. Les températures y frôlent le point de congélation, tandis que des rivières souterraines grondent dans une obscurité longtemps inexplorée. Atteindre le fond exige plusieurs semaines d'expédition, avec des camps successifs, des kilomètres de cordes et une confiance absolue entre coéquipiers. La moindre erreur y serait fatale. La grotte se remplit régulièrement d'eau et se transforme d'année en année,
exposant les spéléologues à des crues soudaines. L'eau entaille progressivement le calcaire, élargit les cavités, puis, sous la pression accumulée, jaillit brusquement par certaines ouvertures. Malgré ces dangers, les scientifiques poursuivent leur descente afin d'étudier l'oxygène, la circulation de l'air et la formation des minéraux, cherchant à comprendre l'évolution des grottes à l'échelle géologique. C'est ainsi que furent découvertes des formes de vie microbiennes capables de survivre sans lumière en tirant leur énergie des minéraux. De tels écosystèmes rappellent les conditions supposées sous des lunes glacées comme Europe ou Encelade, faisant de ce site un terrain d'entraînement potentiel pour les futures missions spatiales. Avant toutefois de nous tourner vers l'espace, arrêtons-nous sur un autre réseau souterrain fascinant, situé cette fois dans le nord de l'Espagne. On y trouve une cavité que les scientifiques nomment la Cima de los Huesos, ou gouffre aux ossements. Pour y accéder, les explorateurs doivent progresser dans un dédale obscur, puis se glisser dans un conduit étroit qui débouche brusquement sur une chute verticale de 13 mètres. Au fond de ce piège naturel, une rampe rocheuse abrupte conduit à une salle exiguë et boueuse, renfermant la plus vaste et la plus ancienne accumulation de fossiles humains primitifs jamais mis au jour. Ce lieu constitue une véritable capsule temporelle, abritant les restes d'au moins 28 individus disparus bien avant l'aube de l'histoire moderne. Plus de 6500 fragments fossiles y ont également été recensés, mêlés aux ossements d'au moins 166 animaux de l'ère glaciaire, ours des cavernes, lions, loups ou renards, probablement tombés accidentellement dans le gouffre. Pourtant, les restes humains posent une énigme, car ils semblent y avoir été déposés bien avant ceux des animaux. Leur identité demeure débattue. L'étude des crânes et des mâchoires révèle des traits marqués, caractéristiques de Néandertaliens très anciens. L'analyse a pris une tournure encore plus remarquable lorsque de l'ADN mitochondrial a pu être extrait de ces ossements. Celui-ci établit un lien non seulement avec les premiers Néandertaliens, mais aussi avec les Denisoviens, population énigmatique identifiée à des milliers de kilomètres en Sibérie. Cette découverte suggère que les déplacements et les métissages de nos ancêtres étaient bien plus complexes qu'on ne l'imaginait. L'intrigue ne se limite cependant pas à la génétique. Cette cavité pourrait aussi receler la première énigme criminelle connue, ainsi que les plus anciennes pratiques funéraires. Parmi les milliers d'ossements, les archéologues n'ont trouvé ni outils usuels, ni restes alimentaires, à l'exception d'une unique hache en quartzite soigneusement façonnée et surnommée Excalibur. Sur cette base, certains chercheurs avancent que les corps auraient été volontairement déposés dans le puits, accompagnés de cet objet dans un cadre rituel, témoignant d'une forme de compassion bien antérieure à ce que l'on supposait. Par ailleurs, l'un des crânes, désigné sous le nom de cranium 17, présente 2 fractures identiques et mortelles, évoquant des coups délibérés. Afin d'établir une chronologie précise, les scientifiques ont eu recours à des techniques avancées telles que la résonance de spin électronique et la datation uranium-série, concluant à un âge d'environ 430 000 ans. Quittons à présent l'Europe pour rejoindre un autre monument géologique majeur, Devil's Tower, dans le Wyoming. Cette formation s'élève à près de 270 mètres au-dessus des plaines environnantes. Sa surface, constituée de longues colonnes verticales, donne l'impression d'avoir été sculptée avec soin. Les géologues expliquent toutefois qu'elle résulte de la remontée de magma en profondeur, suivie d'un refroidissement lent. En se solidifiant, la roche s'est organisée en colonnes hexagonales, comparables aux motifs formés par la boue en séchant, mais à une échelle gigantesque. L'érosion a ensuite éliminé les roches plus tendres alentour, laissant à nu ce noyau durci. Les peuples autochtones considéraient un site comme sacré et racontaient que des ours géants en avaient lacéré les parois lors de chasses mythiques. Aujourd'hui, si l'origine volcanique est largement admise,
des incertitudes subsistent quant au fait que le magma ait atteint la surface ou se soit solidifié en profondeur. Malgré plus d'un siècle d'études, Devil's Tower conserve encore une part de mystère. Lorsque l'on rapproche ces lieux, conduits énigmatiques, réseaux souterrains immenses et écosystèmes enfouis, une évidence s'impose. La Terre dissimule sous nos pieds des mondes entiers dont nous n'avons encore exploré qu'une infime fraction. Depuis que Platon a créé l'allégorie de l'Atlantide, l'humanité est fascinée par la possibilité de découvrir un jour une civilisation sous-marine florissante. Tu veux te joindre à nous pour visiter quelques sites sous-marins historiques? Voyons ce que nous pouvons comprendre de ces civilisations anciennes. Le premier sur notre liste est ce qu'on appelle le Stonehenge sous-marin. Les chercheurs ont récemment découvert un mystérieux amas de cairns qui s'étendent sur des kilomètres sous les eaux miroitantes du lac de Constance, aux frontières de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les archéologues ont commencé à fouiller ce site en 2015 et ne sont pas encore parvenus à cerner sa fonction précise. Ce qu'ils savent, c'est qu'il se trouve là 170 cairns de pierre fabriqués par l'homme s'étendant sur 20 km sous le lac. Les chercheurs affirment que c'est très probablement le fruit du travail combiné de plusieurs villages. Ce site fut probablement utilisé dans un but collectif. Ces formations sont énormes, certaines d'entre elles faisant plusieurs mètres de large. La découverte la plus étonnante jusqu'à présent est que ce site daterait d'il y a environ 5500 ans. Maintenant, que faisions-nous, nous les humains, à cette époque? Eh bien, nous vivions les meilleures années de ce que l'on appelle l'âge de pierre. Nous commencions à fabriquer des outils rudimentaires et à les utiliser pour chasser et manger. Peux-tu imaginer à quoi pouvaient ressembler tes couverts à l'époque? Ce n'est pas une coïncidence si les scientifiques surnomment ce site le Stonehenge sous-marin. On pense que les deux sites ont été érigés à peu près à la même époque. Vois-tu, Stonehenge date d'environ 3100 ans avant notre ère. Les deux sites présentent la caractéristique commune d'être tous deux des monuments de pierre construits en cercle, sans parler du fait que les scientifiques n'ont pas non plus déterminé en quoi nos premiers ancêtres auraient pu ressentir le besoin de construire de telles structures. Le mystère du lac de Constance n'a pas encore été résolu. Qui étaient les habitants néolithiques de cette région? Et dans quel but ont-ils déployé autant de travail et d'efforts pour construire cet immense site fait de roches? Ensuite, nous t'emmenons faire un tour dans les îles Ryukyu, juste au large des côtes japonaises. Tu plonges dans les profondeurs de ce site archéologique, mais je dois te prévenir, les eaux de l'océan Pacifique sont loin d'être calmes. Il ne te faut pas longtemps avant d'apercevoir une immense structure, grâce à la lumière du soleil, qui éclaire les fonds marins. Au début, cela ressemble aux ruines du Machu Picchu qui se trouve à l'autre bout du globe, au Pérou. En t'approchant, tu commences lentement à distinguer ses contours. Une structure de forme pyramidale, des arches, des escaliers, ça aurait facilement pu être un palais ou un château. Pourrait-il s'agir d'un signe d'activité humaine? Eh bien, ce que tu viens de voir est connu aujourd'hui sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni. On l'appelle aussi l'Atlantide du Japon. Le complexe entier représente la taille de 5 terrains de football et la hauteur d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante sont ses vastes terrasses. Les explorateurs et les scientifiques estiment que Yonaguni pourrait avoir 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure créée par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet de débats. Pour l'un des plus célèbres géologues marins du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Il a lui-même plongé au fond de l'océan pour explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. Selon lui, il y aurait des signes clairs d'activité humaine là-dessous. Sur la surface de cette structure, il y a une cavité de forme triangulaire qui est une caractéristique des fontaines de la région. Une tortue géante est aussi sculptée sur le côté est de la structure. Et selon Kimura, de pareilles tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur âge est estimé à environ 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne soutiennent pas cette théorie. Pour beaucoup, Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul rocher massif les pousse à croire qu'il ne serait pas d'origine humaine.
Ses bords parfaitement définis et ses surfaces planes ressemblent à une formation naturelle d'Irlande du Nord, connue sous le nom de chaussée des géants. Les colonnes de basalte ont beau ressembler aux ruines d'un palais, elles seraient en fait le résultat de l'activité volcanique de la région. Maintenant, tu t'envoles pour la Grèce à 4 heures d'Athènes. Pour être précis, tu te trouves dans la péninsule du Péloponnèse. Tu dépoussières un vieux tuba et pars pour une excursion de plongée par une journée ensoleillée. Après un certain temps passé dans l'eau, tu commences à remarquer des motifs sur le fond marin. À 4 mètres sous la surface, les restes d'objets familiers commencent à apparaître un à un. Alors que tu continues de nager, ce qui semble être le contour d'une ville entière émerge devant tes yeux. Tu te demandes comment l'eau a pu engloutir toute la ville. Ces rochers sont parfaitement alignés dans ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. Il s'agit de Pavlopétrie, une ville antique dont tu n'avais sûrement jamais entendu parler. Elle a été découverte par Nicolas Fleming, un océanographe britannique, alors qu'il était en vacances en Grèce. Il avait entendu des rumeurs concernant l'existence de Pavlopétrie et, en effet, a découvert plusieurs artefacts gisant sur les fonds marins. Il est retourné dans la région 1 an plus tard avec une équipe. Ils ont alors mis à jour un site rempli de tessons de poterie, d'amphores et d'outils. Cette pierre de cairn, par exemple, était un outil servant à moudre le grain. Les multiples amphores indiquent que ce peuplement date du commencement de l'âge de bronze, il y a 5500 ans, lorsque les gens ont commencé à s'établir dans des villes. On pense que celle-ci aurait existé pendant plus de 2400 ans. Aujourd'hui, Pavlopétrie est considérée comme la plus ancienne ville submergée jamais découverte. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'était pas qu'un simple village, c'était une cité portuaire dynamique, avec des bâtiments de pierre, un marché, des rues et même des places. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres et qui a été transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal, en Jamaïque, n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'un des comptoirs les plus riches de l'hémisphère ouest. Port-Royal était le centre de l'empire colonial britannique à l'époque et un important port d'attache qui attirait des gens de toute la région. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Le matin du 7 juin 1692, les habitants de Port-Royal ont connu un sort différent de tout ce qu'ils avaient pu prévoir. La ville s'est réveillée en tremblant. Les gens ont été jetés hors de leur lit par la puissance d'un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Un survivant a raconté qu'il avait vu la terre se fendre et engloutir toute la ville. Ce qu'il a dit pourrait être vrai, car elle était principalement construite sur du sable. Le sol aurait avalé les bâtiments, les routes, les infrastructures, tout en somme. Des geysers sont entrés en éruption et, pour finir, des vagues aussi grandes que des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares de la cité ont disparu sous les eaux. Étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle sont encore en bon état sous 12 mètres d'eau. Les archéologues ont retrouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des établissements de loisirs divers et variés. Tu peux aussi y voir une grande statue de lion, un pont submergé et de nombreuses arches pittoresques. Bien sûr, nous avons gardé le meilleur pour la fin, l'Inde. Juste au large de ses côtes se trouve une autre merveille engloutie. Un site connu sous le nom de Cité perdue de Cambay se trouve dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, lorsque l'Institut national des technologies océaniques a entrepris de cartographier ses eaux. Grâce à la technologie sonar, qui envoie des ondes sonores contre les fonds marins, ils ont découvert une chose qui reposait loin en dessous de la surface. L'imagerie a révélé des formes géométriques bien définies, réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans, ce qui signifie que cette civilisation a été engloutie aux environs de la fin de l'ère glaciaire. Les débris récupérés sur ce site comprenaient des matériaux de construction, des poteries, des perles, des structures et même des ossements. Les scientifiques débattent encore pour savoir si ces artefacts proviennent bel et bien du site même. Mais si tel était le cas, alors la cité perdue de Cambay pourrait être l'une des plus anciennes cités au monde. Les chercheurs ont mis au jour ce qui s'apparente à la version géologique d'un fossile de dinosaure, caché dans les profondeurs océaniques près de l'île de Pâques. Cela s'apparente à l'ouverture d'une capsule temporelle vieille de 200 millions d'années.
révélant les secrets de l'histoire ancienne de notre monde. La surface du globe se compose d'immenses segments comparables aux pièces d'un vaste puzzle que l'on nomme plaques tectoniques. Celles-ci se déplacent continuellement, guidées par le manteau incandescent qui s'étend sous elles et facilite leur dérive. En septembre 2024, une équipe de géologues a rendu publique une découverte majeure décrivant une antique mégastructure enfouie. Ce fragment archaïque du plancher océanique pourrait éclairer les raisons pour lesquelles l'expansion des fonds marins s'opère plus vivement dans certaines régions que dans d'autres. Pour élucider ce phénomène, les chercheurs ont recouru à des ondes acoustiques, les sonars, afin d'établir une cartographie des profondeurs terrestres. Leur analyse a révélé une masse tout à fait singulière, située sous la plaque de Nazca, proche de l'Amérique du Sud, et dont la progression est bien plus lente qu'attendue. Habituellement, lorsque les plaques bougent, une part du matériau s'enfonce dans la terre à la manière d'un tapis roulant. Mais ici, le mouvement se trouve freiné, comme retenu par un obstacle. Cet obstacle pourrait correspondre à un vestige d'anciens planchers marins entraînés vers les entrailles du globe il y a environ 250 millions d'années. Une telle découverte équivaut à retrouver un fossile enfoui qui éclaire les états anciens de notre planète. Lorsque le plancher océanique s'écarte, cela signifie que deux plaques tectoniques se repoussent peu à peu. Au centre des océans se trouve une longue fracture, ou dorsale, où ce phénomène se produit, comparable à une couture dans l'écorce terrestre. Tandis que les plaques s'éloignent, un magma brûlant provenant des profondeurs s'élève par cette ouverture. Lorsqu'il rencontre les eaux froides, il se solidifie et forme une croûte nouvelle. Ce mécanisme continue alors de pousser les plaques plus loin. On le désigne aussi comme un système de recyclage du manteau terrestre, puisque la planète semble générer sans relâche sa propre matière interne. À la surface, ce processus peut provoquer des séismes, des éruptions volcaniques sous-marines et la création de terres nouvelles, pouvant même conduire à l'apparition d'îles volcaniques au fil de millions d'années. Les fissures où cette expansion se manifeste sont appelées dorsales océaniques. Parmi elles, l'une des plus connues est précisément celle évoquée ici, la dorsale Est-Pacifique, réputée pour sa vitesse d'expansion supérieure à la plupart des autres. Cette découverte récente contribue à expliquer pourquoi ce phénomène se produit ainsi. Voyez-vous, cette immense mégastructure fonctionne en effet comme une capsule temporelle. Comme le manteau terrestre se transforme et se régénère constamment, en trouver une version figée enthousiasme vivement les chercheurs. Elle dévoile l'aspect de notre planète il y a des millions d'années, à l'époque où les continents occupaient d'autres positions et où les dinosaures parcouraient encore le globe. Cet ancien fragment du plancher océanique éclaire aussi la manière dont les plaques tectoniques se sont déplacées au fil des ères. Bien que l'on évoque souvent la Pangée, le tout premier supercontinent se nommait en réalité Vaalbara. Ce sont les déplacements successifs de ces plaques qui ont façonné les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Cet immense fossile peut aussi affiner notre compréhension du système de recyclage des manteaux terrestres. En analysant la manière dont ce fragment de croûte s'est retrouvé immobilisé et ralenti, les chercheurs peuvent mieux anticiper des phénomènes tels que les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Cela pourrait même éclairer le fonctionnement interne d'autres planètes, comme Mars ou Vénus. Autant dire que la science a du pain sur la planche. D'autres éléments étonnants continuent d'être découverts au fond des océans, des mers et des lacs, tels ce Stonehenge submergé. Les scientifiques ont mis au jour un mystérieux alignement de Caer, s'étendant sur plusieurs kilomètres sous les eaux du lac de Constance, à la frontière de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les premières découvertes archéologiques remontent à 2015, et l'usage réel du site demeure inconnu. Ce que l'on sait à ce jour, c'est qu'une ligne de 19 km regroupant 170 cairns construits par l'homme repose sous la surface du lac. Selon les chercheurs, cet ensemble résulte très probablement de l'activité de plusieurs villages et remplissait sans doute un usage collectif. Les structures sont imposantes. Certaines atteignent plusieurs mètres de large et peuvent s'élever jusqu'à 2 mètres. L'ensemble remonterait à environ 5500 ans. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les scientifiques nomment ce lieu le Stonehenge sous-marin. Les deux sites auraient été érigés à une période comparable. Stonehenge, en effet,
remonte à environ 3100 avant notre ère. De plus, chacun présente l'attribut distinctif de monuments de pierre disposés selon une forme circulaire. On pourrait les voir comme des cousins. En 2007, des archéologues ont mis au jour ce qui semble être une version miniature de Stonehenge sous le lac Michigan. Situé à une douzaine de mètres de profondeur, ce cercle de pierre serait l'œuvre de peuples autochtones. Il l'aurait été érigé durant la dernière ère glaciaire, à une période où le lac n'était pas encore rempli d'eau. Les blocs mesurent environ 1,20 m et l'un d'eux pourrait même porter la gravure d'un mastodonte, un immense animal proche de l'éléphant qui vivait il y a plus de 10 000 ans avant de s'éteindre. Si cette gravure s'avérait authentique, elle permettrait d'estimer plus précisément l'ancienneté du site. Ce qui renforce encore le mystère, c'est que nul ne sait pourquoi ces pierres ont été disposées ainsi. Toutefois, comme une structure comparable a été trouvée sur l'île Beaver, les spécialistes estiment que leur agencement ne doit rien au hasard et qu'elles ont été placées là intentionnellement. L'ensemble forme 2 anneaux. Le cercle extérieur mesure près de 12 mètres de large, tandis que l'intérieur en fait environ 6. Toutes les pierres proviennent du granit local et elles reposent là depuis près de 9000 ans, ce qui en fait l'une des structures les plus anciennes d'Amérique du Nord. Pour mesurer leur ancienneté, rappelons que ces blocs furent installés bien avant le célèbre Stonehenge d'Angleterre, qui ne serait édifié que 4 millénaires plus tard. À l'autre bout du monde, au Japon, une structure énigmatique a été mise au jour. À première vue, elle évoque un Machu Picchu submergé. Le site abrite un vaste édifice en forme de pyramide, accompagné d'arches et d'escaliers, qui pourrait aisément passer pour un ancien palais ou un château. Voici la structure sous-marine de Yonaguni, également surnommée l'Atlantide du Japon. L'ensemble atteint la dimension de 5 terrains de football et la hauteur d'un édifice de 5 étages. Son trait le plus remarquable réside dans ses vastes terrasses, capables d'accueillir de larges rassemblements. Les explorateurs et scientifiques estiment que Yonaguni remonte à environ 10 000 ans. Toutefois, déterminer s'il s'agit d'une structure façonnée par l'homme ou d'une formation naturelle demeure sujet à débat. Pour le principal géologue marin du Japon, Yonaguni représenterait l'héritage d'une civilisation disparue. Il a plongé plus d'une centaine de fois ces 10 dernières années afin d'examiner les ruines. Selon lui, des indices manifestes d'activité humaine y sont présents. Le bassin triangulaire, creux situé à la surface de l'édifice, correspondrait à un symbole historique lié aux fontaines de la région. On trouve aussi une grande tortue, sculptée sur le flanc oriental de la structure, dotée d'une forte portée culturelle. Plusieurs outils en pierre ont été retrouvés sur le site, et leur datation suggère un âge d'environ 10 000 ans. Toutefois, cette interprétation ne convainc pas l'ensemble de la communauté scientifique. Pour de nombreux spécialistes, Yonaguni résulterait plutôt de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit formé d'un unique bloc massif les conduit à penser qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes nettes et ses surfaces planes évoquent d'ailleurs une structure naturelle semblable à la chaussée des géants, en Irlande du Nord. Un ensemble de colonnes basaltiques imbriquées qui rappellent les ruines d'un palais, bien que créées par l'activité volcanique de la région.